Bonjour mes chers compatriotes. Je vais réagir sur ce qui se passe au Zaïre aujourd'hui, donc le Congo, à Kinshasa, par rapport au procès des généraux qui ont soi-disant déserté, fui le combat à Goma. Je trouve que c'est un peu facile pour les autorités de Kinshasa, lorsqu'on est planqué à Kinshasa et qu'on envoie les gens pour aller combattre, avoir des jugements qui sont, de mon point de vue, abscons, un peu stupides. Parce qu'on juge ces gens-là, pourquoi? Je vais vous faire la topo de la situation. Je vais parler un peu en lingala. Naose Labino vraiment était à la situation pour d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé au fait pendant cette période. Lorsque la chute de la ville de Goma devenait inévitable, le général en charge de la coordination des opérations militaires avait déclaré que la ville allait tomber. D'ailleurs, le général Akoufa qui juste avant que chute à Goma et Koya. Ça fait un moment que j'ai déjà décidé que ces pays, je fonctionne avec ces pays comme s'il n'y avait pas de gouvernement, comme s'il n'y avait pas d'État. Mais il faut que tous se comprendre sur une chose. Je ne touche aucun centime du pays. Naïki Napoto, avec mes propres moyens. Je vis en Europe avec mes propres moyens, avec mon travail. Et les gens qui sont autour de moi, nous sommes tous comme ça. On vit avec nos moyens. Personne ne touche un centime du pays. Et plus que ça, j'ai aidé beaucoup de gens. Nasalisi Batebele, Apona Ozamukanda, Napoto, Misusu Bazakunu, Nakishasa Bazali, conseiller, il y a ministre, Misusu d'ailleurs, Bazali, officier d'armée. Je ne vais pas critiquer, chacun fait sa vie comme il veut. Et ce sont des gens qui ont beaucoup de respect pour moi. Mais j'ai aidé beaucoup de gens. Mais ils ont Zaïroité, Turcs, Pakistanais, Algériens, Marocains. Des centaines de personnes ont aidé Bango pour Nabazo Mikanda, où j'ai dépensé Mbongo Nangamoro. Aussi, Mbongo et association, où tout ça qui n'a pas mindele, nous avons les seuls Mutumundu, à part nga, ils avaient pas mindele, nous avons foutu la chambre et hôtel, qu'on finançait courrier na Bango lorsque les gens n'avaient rien. Aujourd'hui, certains ils sont ministres, ils sont importants, mais c'est bien pour eux. Sauf que ces gens-là ne me donnent aucun centime parce que Nalinga Kolia Mbongo a payé venant des gens que je pense qu'ils volent. Eux-mêmes, d'ailleurs, ils le disent. Jeff Okoma et Timundele, Mbongo Tozo, qu'on propose même aux restaurants, au Lingagate, même qu'on somme le café, au Lingagate. Café, c'est 1 euro. Mais je n'aime pas toucher l'argent du pays. Surtout des gens que je pense qu'ils volent l'argent. Je n'aime pas. Je ferme la parenthèse. Donc, comme je disais, lorsqu'on a compris que la situation était très compliquée à Goma, nous avons observé avec une profonde inquiétude que le gouvernement central, celui de Kinshasa, ne faisait absolument rien pour empêcher ce qui allait se passer. Tous montraient, il semblait que le gouvernement et les autorités étaient entièrement obnubilés par l'efficacité hypothétique des mercenaires, sans comprendre la réalité du terrain. À ce moment, nous savions tous que la situation était déjà désastreuse. Dans Zoloba, nous, parce que moi, depuis un moment, vers le mois d'octobre déjà, j'étais entouré par des amis, Ningao Bazali, officier militaire, il y a armée européenne, c'est des blancs, c'est des Européens.
qui sont des officiers, des techniciens, qui ont fait des opérations dans des combats, qui connaissent très bien la réalité militaire. Et donc, pendant cette période, j'ai eu une discussion avec des amis, officiers militaires, comme j'ai dit. Nous avons examiné la situation en détail. Et leur conclusion était unanime. Tactiquement, la ville de Goma était déjà tombée avant même qu'un coup de feu soit tiré. Ça, ce sont les militaires spécialisés qui le disaient. Pourquoi? Parce que les rebelles contrôlaient déjà toutes les voies d'approvisionnement. Et la zone la plus proche, sous contrôle de l'armée régulière, donc de l'armée de la FARDC, était à plus de 100 km de là. Je pense que même au Zaïre, donc au Congo, les militaires, les vrais militaires, quand ils écoutent, ils savent bien que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Ça veut dire que j'ai discuté avec des professionnels et des militaires qui préparent des opérations. Bon, je n'ai pas trop avancé là, mais j'étais avec des vrais officiers qui ont fait des académies militaires dans des grandes écoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils ont dit que la ville de Goma était tombée sans même qu'un coup de feu soit tiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'armée régulière avait voulu se battre, elle n'aurait pas pu tenir plus d'une semaine sans approvisionnement en armes, en munitions et en nourriture. De plus, il y avait aussi la question des blessés qu'il fallait gérer. Parce que les militaires, quand ils se battent, effectivement, ils doivent se battre, mais l'approvisionnement en nourriture, en munitions, mais il faut qu'ils gèrent aussi les blessés et leurs blessés. Il faut en moyen de gérer comment le rapatrier. Et lorsque la ville est encerclée, vous êtes bloqué. Les territoires le plus proche autour de Goma, c'était le Rwanda, qui, comme Bino Soboyebi, le Rwanda soutenait activement les rebelles. Donc il n'y avait pas de choix pour ces généraux. La seule possibilité, c'était soit créer une brèche et sortir de Goma en laissant la ville derrière et préparer la contre-offensive, mais ce n'était pas les instructions que les militaires avaient reçues des autorités politiques, parce que la guerre s'est faite par la politique. Face à cette réalité, il était évident pour les officiers qui étaient avec moi que l'option des mercenaires était vouée à l'échec. Sauf que le gouvernement misait sur ça. À la même époque, j'ai entendu Moutamba qui disait « Bazoavi la Goma », alors que moi, ici, très loin, je savais que la ville va tomber. Envoyer les mercenaires sur le terrain, c'était une stupidité. C'était de la pire folie. Un suicide assuré. Sauf si l'armée régulière de la RDC disposait d'une aviation capable de mener des frappes aériennes efficaces pour assurer le ravitaillement et pour libérer les positions tenues par les rebelles, parce que notre armée était tenue en étau. Mais cela nécessitait bien plus que des mercenaires. Cela nécessitait des capacités stratégiques réelles et surtout une véritable volonté politique de combattre. Sauf que cette véritable volonté politique n'existait pas. Parce que vous avez entendu l'étudiant de l'IPN, Jean-Pierre Bemba, vos familles, vos proches, est-ce qu'ils sont au combat? C'est ça la question politique. On ne demande pas aux gens d'aller se battre si les proches de ceux qui demandent aux gens d'aller se battre sont planqués en Europe et par-ci par-là dans le monde. On ne demande pas aux jeunes d'aller se battre comme ça. C'est difficile pour que les gens puissent aller se battre avec vraiment cette volonté de gagner. Face à ces constats amers, moi, comme je l'ai dit, j'essaie à chaque fois de me battre à ma manière pour le pays. J'ai pris l'initiative d'œuvrer auprès des chancelleries occidentales les plus influentes
de la politique africaine pour essayer de trouver une solution. Mon objectif était de convaincre ces chancelleries de faire pression sur le président Kagame afin qu'il empêche les exactions sur la population de Goma une fois la ville tombée. Je le dis comme ça parce que si je vois Nanga, c'est un illuminé. C'est un type un peu malade qui raconte comme ça, il est dans l'euphorie de la victoire, une victoire que lui-même il sait qu'il ne gagne pas, c'est le Rwanda qui gagne. De l'autre côté, Tshisekedi qui rentre dans des positions d'enfermement que je ne comprends pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Mais maintenant c'est à nous. Moi, je me bats pour mon peuple, pour vous. Les gens, Tshisekedi, vous pouvez m'insulter, je m'en fous complètement. Je me bats pour sauver ma vie. Donc, je ne voulais pas que la population paye le prix de cette guerre voulue par Tshisekedi et Kagame. Donc, il était impératif pour que les mesures soient prises pour protéger les civils et éviter une nouvelle tragédie dans les pays parce que les gens souffrent déjà beaucoup. Parallèlement de ces démarches, avec ceux qui partagent mon point de vue, qui sont autour de moi, et on se bat vraiment avec nos moyens, comme je l'ai dit. Nous avons entamé des démarches auprès de plusieurs pays influents, les pays occidentaux, cherchant à trouver une issue à ces conflits qui dévastent nos compatriotes à l'est du pays. Parce que de mon point de vue, le peuple est voué à lui-même. D'ailleurs, c'est le ministre qui avait dit au peuple protégez-vous si je ne sais pas comment, alors que c'est au gouvernement de protéger le peuple. Nos démarches ont abouti à une proposition soumise à M. Tshisekedi visant à mettre fin à la guerre et à obtenir le retrait des troupes étrangères présentes sur notre territoire national. Comme je l'ai dit, cette proposition, qui est aussi soutenue par des puissances influentes, comme je viens de le dire, repose sur une logique de réconciliation nationale. Elle prévoit 3 étapes fondamentales pour redresser la situation et retrouver la paix. Donc, je vais vous dire ça comme ça parce que le contenu, M. Tshisekedi, il a ça dans son bureau normalement. Et il sait qu'est-ce qu'il faut pour sortir le pays de cette situation. Il sait qu'est-ce qu'il faut. Mais je ne sais pas pourquoi il tarde. La première étape consiste à régler les problèmes internes du pays. Cela implique un véritable partage du pouvoir avec l'opposition. Tshisekedi doit nommer un premier ministre qui ne soit pas issu de sa propre famille politique, mais d'un autre courant pour assurer une représentativité équitable de toutes les forces politiques. Ce gouvernement d'union nationale doit inclure des personnalités telles que Fayulu, Mukwege, Katumbi, Sesanga et d'autres que je ne connais pas, qui soient impliqués de manière directe ou indirecte, afin de garantir que les principaux acteurs politiques du pays soient impliqués dans la gestion du processus. Mais il faut aussi réfléchir à la manière d'inclure Kabila dans ce processus, étant donné son poids politique et sa place dans l'histoire récente du pays. Pourquoi je parle de Kabila au deuxième plan? Parce que M. Tshisekedi a dit à Munich que Kabila est responsable de la rébellion. Donc, je pense que tout ça, ça demande aussi une réflexion, comment faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver. La seule chose qui est dite, c'est que Nanga et les gens qui sont avec lui ne seront pas dans le gouvernement. Si Nanga veut être inclus dans le processus démocratique du pays, qu'il forme un parti politique et qu'il milite comme tout le monde, on ne doit pas cautionner le fait d'avoir pris les armes pour pouvoir accéder à des fonctions politiques. Ça, c'est inadmissible. Les militaires qui sont avec Nanga, nous allons trouver un moyen pour leur donner du travail dans autre chose, mais pas dans l'armée. La deuxième étape du processus consiste à dissoudre les parlements et le Sénat en place aujourd'hui et à les remplacer par une assemblée de transition.
Cette assemblée de transition serait chargée de gérer les affaires du pays jusqu'à de nouvelles élections législatives à la fin de la guerre. Parce que tout le monde pense que l'Assemblée et les Sénats qui sont là sont corrompus et ont été élus par des moyens qui sont tortueux. C'est comme ça. Après, si les personnalités qui sont là pensent qu'ils ont été élus normalement, ils ont la légitimité, on ne peut pas avoir la peur du peuple. Si on est légitime, on n'a pas peur du peuple. Si on est légitime, on n'a pas peur de retourner auprès du peuple pour révalider votre mandat. Donc, l'Assemblée serait présidée par une personnalité de la société civile, idéalement un prélat, en raison de l'influence prépondérante de l'Église catholique en République démocratique du Congo, comme vous le savez. J'ai toujours du mal à dire République démocratique du Congo. Je préfère dire Zaïre parce qu'il n'y a pas de démocratie aujourd'hui dans ces pays. Cette mesure permettrait de rétablir un minimum de stabilité politique et des préparations pour un retour à la démocratie après la guerre. Une fois le gouvernement mis en place et l'Assemblée de transition instaurée, le Premier ministre entrerait dans la deuxième phase du processus, la négociation pour le retrait total des troupes étrangères sur le sol national. Mais pour vous dire déjà à l'avance, pendant que Tshisekedi va nommer le Premier ministre, tout va s'arrêter. Je peux même vous dire que, à la suite de nos démarches auprès des Occidentaux, nous savons que le Rwanda a été sommé de stopper l'avancée de ses troupes depuis le 10 février. Selon certaines informations que j'ai reçues, Kagame serait désormais prêt à retirer ses troupes, mais il attend que Tshisekedi fasse le pas dans le processus qui est voulu, que Tshisekedi nomme un nouveau Premier ministre. Puis s'ouvrir les négociations de paix sincères. La nomination d'un nouveau Premier ministre pourrait marquer un tournant dans la guerre, très globalement dans le conflit. Mais il faut agir avec détermination et clarté pour que ces retraits soient effectifs. Parce que nous ne voulons pas une pause, nous voulons que les troupes rwandaises sortent du pays, mais pas que rwandaises, ougandaises et tous les autres. Sauf que les Ougandais, c'est Tshisekedi qui les a fait venir. Et c'est là où ça complique les choses. Parce que moi, je demande à ce que toutes les troupes étrangères sortent du pays. Or, du point de vue de Tshisekedi, c'est seulement les troupes rwandaises. Parce que les troupes ougandaises, il les a fait venir. Mais je veux que toutes les troupes étrangères sortent de notre pays. Je pense que vous avez tous vu, depuis le 10 février, Kagame a multiplié des interventions dans des médias pour exprimer son manque de confiance en la personne de Tshisekedi Félix. Ça ne concerne que eux deux. Comme je l'ai dit, c'est un conflit qui les engage tous les deux. Je ne peux pas m'immiscer dans ça. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est la situation du pays et de notre peuple. Le problème aujourd'hui, cependant, c'est que Tshisekedi semble tergiverser. Dans un premier temps, il a parlé du gouvernement d'union nationale. Maintenant, il veut faire les choses à sa sauce. Il a récemment décidé à se rendre auprès du président de l'Angola pour lui demander d'organiser des négociations avec Nanga. Ce qui semble suggérer qu'il préfère conclure un accord avec le M23 plutôt qu'avec l'opposition politique du pays. Voilà la réalité. On en est là. On en est là. Cette approche de Tshisekedi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, est risquée et pourrait conduire à une situation encore plus fragile, car elle ne répond pas aux attentes de la proposition qui lui est faite et ne garantit pas une paix durable. De mon côté, j'ai des contacts qui peuvent influencer la situation et je vais les activer. Tout comme nous avons réussi à faire échouer le projet de Kagame
visant à rapatrier les réfugiés britanniques à Kigali. De la même manière, l'accord que Tshisekedi voulait conclure avec les États-Unis concernant les matières premières n'aura pas lieu. S'il n'était pas au courant, je lui informe. Actuellement, un émissaire de Tshisekedi est en train de négocier cet accord, mais tout risque de s'arrêter brusquement. C'est là qu'il va comprendre que je ne suis pas en train de lui raconter n'importe quoi. Si ce n'est déjà fait aujourd'hui, il est essentiel que la communauté internationale reste vigilante et que des pressions supplémentaires soient exercées sur les autorités de Kinshasa pour éviter un dérapage. Parce que là, je ne comprends plus rien. Normalement, tout allait arrêter depuis un moment. Tshisekedi tourne en rond, je ne comprends plus rien. En somme, nous sommes à un moment crucial de l'histoire de notre pays. La guerre à l'est du Congo n'est pas seulement une question militaire, mais c'est d'abord une question politique qui exige une véritable réconciliation et un partage équitable des pouvoirs au niveau intérieur d'abord. Sortir de tout ce qui est tribalisme et autres. Il faut qu'on sorte de tout ça. Il ne s'agit pas simplement de chercher des solutions temporaires. Non. Nous voulons poser les bases d'un avenir stable, plus pacifique et plus juste pour tous les Congolais. Mais pour cela, Félix Tshisekedi doit faire preuve d'intelligence et prendre des décisions qui s'imposent. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'il préfère céder aux sirènes du compromis avec Nanga et le M23 que de suivre la voie qui peut amener le pays à sortir de cette situation chaotique. Je mets en garde M. Tshisekedi Félix. S'il continue dans le sens auquel il a décidé, toutes les garanties que je lui ai offertes dans l'enveloppe qu'il a reçue n'aura plus aucune importance. Et la suite, je l'ai dit, la suite, il doit assumer les conséquences. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Bande konabiso bazo kufa kuna na mboka tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, ici, avec nos propres moyens, on se bat pour trouver des solutions. Et lorsqu'on arrive à trouver des portes, des sorties, en plus, comme je vous le dis, je ne peux pas vous dire la totalité, je lui ai fait beaucoup de garanties pour sa personne, pour son pouvoir. Je lui ai fait beaucoup de garanties. S'il ne prend pas cette main tendue qui lui est faite, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais j'essaye vraiment d'être... J'essaye toujours d'élever le niveau du débat politique et de faire des choses qui doivent être faites pour ce pays, pour ce peuple. Parce que moi, mon père s'est battu jusqu'à la mort pour ce pays, dès l'indépendance jusqu'à sa mort. Il s'est battu pour ce pays et je suis très attaché à ça. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je refuse de prendre un centime des gens qui volent l'argent pour le pays. Et je refuse de participer dans quoi que ce soit qui peut nuire à mon peuple. Tous les combats que je mène, des fois je dépense l'argent, mais mon argent de travail. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. Le peu que je gagne, j'essaie de dépenser pour trouver des solutions pour mon pays. Mais je ne peux pas laisser des gens jouer avec la vie de nos concitoyens comme ça. Après, tu as eu deux pèses. Tu sais que ceux qui monique ce que je fais, les chocs, je m'en contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est vous, mon peuple. Mon peuple, c'est tout le monde. Que vous soyez du Katanga, du Kivu, du Kisangani, de Kinshasa, de Bazaïr. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est ce qui me tient à cœur. Le reste, ça m'importe peu. Je vous remercie.